Pour ce deuxième épisode concernant le grand thème de la morale, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de lire un texte d'Anscombe que j'ai découvert justement en réfléchissant à la préparation des concours et qui me semble être intéressant à plusieurs titres. D'abord parce qu'Anscombe, il me semble, un auteur assez méconnu, enfin une autrice assez méconnue de la liste des auteurs. En tout cas, de mon temps, on ne l'étudiait pas beaucoup, voire pas du tout, à l'université dans les premières années. Et par ailleurs, parce que son approche de la morale, de la question de la morale et de l'éthique, est assez originale pour pouvoir proposer des articulations argumentatives un peu innovantes, un peu nouvelles, sortant, on va dire, des sentiers déjà battus et rebattus autour de la question de la morale, où on retombe en fait la plupart du temps, on gravite la plupart du temps autour de mêmes auteurs. Voici le texte que je vous propose de lire ensemble. Il est tiré d'un article qui s'appelle « La philosophie morale moderne », intéressant, que je vous invite à lire dans sa totalité, et qui date de 1958. « Il pourrait rester à chercher des normes dans les vertus humaines, de même que l'homme a tant de dents, ce qui n'est certainement pas le nombre moyen de dents que les hommes ont, mais est le nombre de dents pour l'espèce. De même, peut-être, l'espèce homme, pas seulement considérée biologiquement, mais du point de vue de l'activité de la pensée et du choix en ce qui concerne les différents aspects de la vie, les pouvoirs, les facultés et l'usage des choses dont on a besoin, a telle et telle vertu, et cet homme, avec l'ensemble complet des vertus, est la norme, de même que, par exemple, l'homme avec un ensemble complet de dents est une norme. Mais en ce sens, norme a cessé d'être en gros équivalent de loi. Dans ce sens, la notion de norme nous rapproche plus d'une conception aristotélicienne que d'une conception légaliste de l'éthique. Il n'y a, je pense, pas de mal à cela. Mais si quelqu'un regardait dans cette direction pour donner un sens à norme, alors il devrait reconnaître ce qui est arrivé au terme norme auquel il voulait donner la signification de loi qui n'entraîne pas Dieu. Il a cessé complètement de vouloir dire loi. Aussi, il vaut mieux mettre à l'index, s'il peut y arriver, les expressions comme l'obligation morale, le droit moral, le devoir. Mais, entre-temps, n'est-il pas clair qu'il y a plusieurs concepts qui ont besoin d'être explorés simplement comme partie de la philosophie de la psychologie, et cela, comme je le recommanderais, en bannissant totalement l'éthique de nos esprits. Précisément, et pour commencer, l'action, l'intention, le plaisir, le fait de vouloir. Il en apparaîtra probablement plus si nous commençons avec ceci. En définitive, il serait possible d'avancer jusqu'à la considération du concept de vertu, par lequel je suppose nous devrions commencer une sorte d'étude de l'éthique. Bon, encore une fois, je reprécise le cadre de cette série autour de la morale et des autres séries sur la thématique des concours. Je ne me propose pas dans cette série de produire un discours d'experts, de spécialistes, mais de refaire le chemin que j'avais fait à l'époque, quand j'ai passé l'agrégation notamment, le chemin de la préparation. Donc il s'agit de rencontres avec des réflexions, des auteurs, des autrices, que je peux connaître ou que je peux moins connaître, et d'essayer de tirer d'extraits de textes, de réflexions, on va dire, philosophiques, des éléments qui pourraient me servir dans le cadre de la préparation d'un concours. Donc comme je l'ai dit, moi, Anscombe, je la connais pas bien, pas très bien. Je l'ai plus ou moins découverte il y a quelques mois, quelques semaines. Et donc, il y a un certain nombre d'aspects de sa philosophie, une technicité sans doute, que je méconnais ou que je mécomprends. Donc, ce que je propose ici, c'est d'essayer de réfléchir autour de ce texte, comme s'il s'agissait d'une explication de texte, comme si on tombait sur un texte comme celui-ci, sans connaître beaucoup Anscombe. Quel est le problème? C'est quoi le problème? La situation du problème? Et pourquoi c'est ce problème? En fait, il peut aussi du coup permettre de réfléchir à cette grande thématique qu'on est en train d'aborder, qui est celle de la morale. Eh bien, à partir du moment où la philosophie morale ne se fait plus sous le patronage de Dieu, en tant qu'entité législatrice et organisatrice du monde, elle se heurte finalement à une question difficile qui est celle du fondement de la moralité elle-même. Dans la mesure où la notion de loi morale ou d'obligation morale est tributaire, in fine, d'une conception de la transcendance,
l'évacuation théorique de cette transcendance hors du champ de la morale, par exemple dans l'approche kantienne de la loi morale, risque évidemment de vider de leur substance philosophique ces notions. Pour le dire autrement, le problème du fondement se pose à partir du moment où la morale, comme réflexion sur les lois devant régir l'action humaine, ne se pose plus comme traduction terrestre de lois divines. Bon, on pourrait, face à ce problème-là, considérer l'option contractualiste, qui consisterait à faire de la notion de loi morale une notion simplement conventionnelle, basée sur l'accord réciproque des membres d'un contrat moral. Mais cette option est problématique aussi, dans la mesure où les termes du contrat ne semblent n'avoir de substance qu'en considérant qu'ils sont, eux aussi, in fine, fondés sur des lois supérieures qui les surdétermineraient en quelque sorte. En effet, l'idée que nous devrions respecter les termes du contrat dépend, par exemple, d'une conception supérieure de la promesse, conception qui ne peut reposer elle-même sur une logique contractualiste, puisqu'elle doit rendre possible le contrat lui-même. On est donc face à une sorte de difficulté, en fait. Pour que le contrat existe, pour qu'il y ait contrat moral, eh bien, il faut bien que les prénotions nécessaires à l'accord contractuel soient déjà disponibles. Et il me semble que l'enquête d'Anscombe, dans ce texte, parvient à ce point problématique où la moralité, pensée comme norme, doit être réévaluée pour éviter les deux écueils d'une conception de la morale qui reposerait ou bien sur la transcendance d'un législateur divin, ou bien sur un contrat dont on aurait bien du mal à comprendre comment il pourrait s'autofonder. Alors je dis ça tout en ayant à l'esprit, mais sans pouvoir pour l'instant exactement le préciser clairement, je l'élabore dans ma tête, mais c'est pas encore assez clair pour pouvoir le transmettre ou en parler dans une vidéo, mais que évidemment le rapport d'Anscombe au législateur divin, à la croyance notamment, est un rapport complexe et qu'il faudrait, je pense, étudier en soi. Alors dans ce texte, on peut le découper en plusieurs parties, et la première partie, il me semble, va aller de « il pourrait rester à chercher des normes » jusqu'à un ensemble complet dedans est une norme. Alors de quoi ça parle ? La recherche de normes dans les vertus humaines est un point de départ nécessaire pour la fondation d'une nouvelle philosophie morale qui serait expurgée des écueils que on vient d'expliciter dans l'introduction. En effet, si nous voulons penser la norme, nous devons penser indépendamment de ce recours à la transcendance législatrice de Dieu, sans pour autant en faire une pure convention qui s'écroulerait d'elle-même. Donc là, il y a une tension entre deux désirs, en quelque sorte, de tendances, et il faut réussir à tenir une ligne de crête entre ces deux tendances qui sont toutes les deux problématiques. Si nous considérons que la vertu désigne une disposition à bien agir, la question est donc de savoir où nous pouvons trouver dans cette disposition des normes, c'est-à-dire des principes régulateurs qui guideraient l'action. On est bien dans une réflexion morale, c'est-à-dire on cherche des principes régulateurs qui précisément permettraient de penser que ces dispositions sont les bonnes, sont de bonnes dispositions. Évidemment, on pourrait évacuer la nécessité de ces principes régulateurs, mais dans ce cas-là, on admettrait qu'il n'y a pas de bonne disposition à bien agir, il n'y aurait pas de vertu, puisque on tomberait dans une forme de relativisme qui considérerait qu'en fait tout dépend de l'évaluation subjective ou du contrat particulier qui a été passé entre les membres d'une communauté par exemple. L'analogie que fait Anscombe avec le nombre de dents chez l'espèce humaine est significative car elle permet de préciser la notion de norme. L'erreur méthodologique, je crois, consisterait à voir dans cette analogie une vision de la norme comme moyenne. Mais au contraire, Anscombe précise bien que dans le cas du nombre de dents, il ne s'agit certainement pas du nombre moyen de dents que les hommes ont. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui permet alors de dire la phrase « l'être humain a tant de dents » ? Comment on peut produire cette phrase, énoncer cette phrase, dire quelque chose si on ne se rapporte pas à une moyenne ? Non pas une moyenne, mais bien une norme biologique qu'il faudrait penser comme
une sorte d'idéal type descriptif en quelque sorte. Ainsi, la notion d'espèce dépasse la simple moyenne cumulative de l'ensemble des êtres humains vivants, et de fait, ce n'est certainement pas une simple opération mathématique qui nous permet de parvenir méthodologiquement à la notion d'espèce humaine, mais bien une opération plus largement rationnelle qui caractérise l'espèce. Donc là, il me semble que le passage par une méthodologie scientifique permet de comprendre le rapport à l'analogie. On ne fait pas la définition de l'espèce humaine en regardant les individus les uns après les autres et en étudiant ce qu'il y a de moyen chez eux. Nous dirons plutôt que l'espèce est une caractérisation de ce qui est typique et est une norme vers laquelle tout être humain, en tant qu'appartenant biologiquement à cette espèce, tend, sans toutefois s'y conformer parfaitement, nous pouvons avoir plus ou moins dedans. Donc, on pourrait dire que la définition rationnelle de l'espèce ne renvoie pas à la moyenne de l'espèce, et donc dans ce cas-là, on voit bien que la vertu ne renvoie pas non plus à une sorte d'état moyen de l'être humain. De la même manière, l'espèce homme, considérée non pas seulement biologiquement, mais du point de vue de l'activité de la pensée et du choix en ce qui concerne les différents aspects de la vie, a telle et telle vertu, écrit Anscombe. Ainsi, les vertus sont des traits naturels de l'espèce humain. La fondation des vertus ne doit donc pas se trouver dans une transcendance divine, puisque cette transcendance peut ne pas être reconnue par tous, mais dans une nature humaine, dont on ferait tous une forme d'expérience immanente. Mais évidemment, une telle définition de la norme, à partir de la réflexion autour de la notion d'espèce humaine, c'est-à-dire à partir d'une réflexion sur la place de la nature humaine dans la réflexion sur la vie vertueuse, implique une modification substantielle de la notion même de norme. Bon, il y aurait déjà des choses à discuter, c'est-à-dire, là j'essaie d'élargir, de réfléchir par rapport à mathématiques, est-ce qu'il est véritablement possible de penser la notion de nature humaine indépendamment du recours à une forme de transcendance qui se dissimulerait sous le concept de nature ? Est-ce que, à partir du moment où on essaye de penser des principes régulateurs, on ne reconduit pas finalement une forme de transcendance dissimulée ? C'est des choses qui sont intéressantes à penser parce que dans le cadre de la réflexion sur la morale, je crois que c'est particulièrement important et ça pourrait même être l'objet d'un sujet de dissertation autour de cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de penser une morale, avoir une réflexion morale en philosophie, sans recourir à une métaphysique, et à une métaphysique qui impliquerait la transcendance d'une entité régulatrice, que cette entité régulatrice soit incarnée dans un dieu, par exemple, au sens strict du terme, ou simplement dans une considération qui apparaît sécularisée de la nature, où on aurait l'impression que la nature, bon, elle n'a pas à voir avec Dieu, mais où finalement la nature rejouerait exactement ce que Dieu produit dans les religions, c'est-à-dire une instance régulatrice supérieure, hiérarchiquement on va dire supérieure, et qui déterminerait en fait ces principes régulateurs à la recherche desquels nous sommes. Bon, c'est une question difficile, mais c'est une question à avoir à l'esprit, je crois, si vous préparez le concours. Donc ensuite, on aborde une deuxième partie dans ce texte, une fois qu'a été réfléchi cette notion de norme avec l'analogie avec les dents, analogie étrange. Et cette deuxième partie va commencer avec le fameux « mais en ce sens », norme a cessé d'être en gros l'équivalent de loi. Voyons voir ce que ça donne. Il me semble que une telle approche de la norme implique donc que la norme ne peut être plus pensée comme une loi. Bon, c'est ce que dit Anscombe. On pourrait ici s'étonner de ce point de vue, puisque nous pourrions dire qu'en tant que telle, en tant qu'elle se réfère à la nature, la norme, ici définie, pourrait en fait se rapprocher d'une loi de la nature. C'est un peu une réflexion qu'on pourrait avoir ici. Mais la notion de norme ou de normalité se distingue de la loi au sens où la norme n'apparaît pas comme l'injonction d'un législateur extérieur à l'individu, mais comme une tension immanente, c'est l'hypothèse que je fais ici, auquel l'individu peut plus ou moins chercher à se conformer. Dans le cadre de la réflexion morale, cela rapproche donc Anscombe d'une conception, elle le dit elle-même, aristotélicienne de la norme éthique, conception qui fait de la vertu la tension naturelle de l'individu vers sa propre nature. Le daimonia aristotélicienne, comme but naturel de l'être humain, implique donc le déploiement de la vertu
comme une qualité essentielle de l'être humain, mais non pas dans le sens légaliste d'une injonction extérieure à sa propre nature, mais au contraire dans un sens dynamique et vitaliste d'une réalisation de sa propre nature par la vertu. Donc là, il me semble que ce qui compte, c'est aussi la manière dont ce qui relève de la norme joue en nous. Et donc, par rapport à la réflexion que je proposais tout à l'heure, qui s'étendait à partir du texte d'Anscombe, c'est-à-dire sur la question de « est-il possible de produire une morale indépendamment du recours à la transcendance ?» Peut-être que finalement, la difficulté dans le cadre d'une morale qui évacuerait effectivement le recours à une transcendance législatrice, qu'elle soit appelée Dieu ou qu'elle soit appelée nature avec un grand N, c'est que lorsqu'il y a instance législatrice supérieure, on pense bien la morale comme une injonction, comme une loi à laquelle l'être humain doit obéir. Et donc c'est un rapport à la morale qui implique une forme de tension entre peut-être par exemple ce que pourrait vouloir ou désirer, on va dire, un être humain dans son existence spontanée, et ce qu'il doit réprimer en vertu, ou en raison, je vais essayer d'éviter le terme de vertu ici, en raison de cette instance qui lui dirait de ne pas le faire. Donc finalement le respect de la morale se ferait dans une forme de contrainte de soi, de sa propre nature en quelque sorte, ou de ce que sa nature suppose. C'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans des conceptions de la morale qui vont considérer que l'obstacle fondamental de la morale par exemple c'est la passion, c'est le désir, c'est la pulsion. Bon, il me semble qu'avec la conception aristotélicienne, il y a quelque chose d'un peu différent qui se joue, puisque, évidemment, que la vertu a une dimension régulatrice, c'est ce vers quoi il faut tendre, mais c'est pas vraiment ce vers quoi il faut tendre au sens d'une loi qu'il faudrait respecter, mais c'est ce vers quoi on tend, de toute façon, en tant qu'être humain. Et donc, si on n'y tend pas, c'est juste que c'est nous qui résistons à le développement, on va dire, naturel de nos qualités. Donc, la réalisation de notre propre nature, la réalisation de nous-mêmes passe par la vertu. Donc, au lieu d'être une forme de répression d'une forme de nature spontanée et irréfléchie, là, la conception de cette norme morale pourrait peut-être, j'en fais aussi l'hypothèse, si vous êtes spécialiste d'Anscombe, peut-être que vous me direz que c'est pas vraiment vers laquelle va, vous me direz, mais dans ce cas-là, on pourrait considérer que finalement, le but, c'est aussi de penser à un rapport à la moralité qui n'implique pas la conflictualité intérieure, par exemple, mais au contraire, une forme de développement de soi. Le fait est que pour Anscombe, cette bifurcation vers la notion aristotélicienne de la vertu et de la norme est nécessaire à partir du moment où les conceptions modernes de la loi morale voulaient abusivement conserver la notion de norme au sens de loi qui n'entraîne pas Dieu. Alors même qu'il n'est pas possible, selon elle, de fonder une loi sans considérer une transcendance législatrice comme fondation ultime de la loi. Ainsi, les notions modernes d'obligation morale, de droit moral ou de devoir ne peuvent rien signifier si on ne présume pas l'existence d'un Dieu qui, ordonnant le monde comme transcendance, permettrait justement à la notion d'obligation, de droit ou de devoir d'avoir un contenu positif. Bon, là, ça me semble être assez logique, hein. Le problème, finalement, aussi, auquel veut réfléchir Anscombe, c'est que on voit bien que toute une conception de la morale s'écroule si on veut absolument s'opposer à la notion de transcendance. Donc, si on ne souhaite pas simplement dissimuler cette transcendance ailleurs, mais véritablement l'évacuer, si on veut que Dieu soit mort, en quelque sorte, ou si c'est ce que l'on croit, il apparaît logique que l'ensemble des conceptions morales qui étaient chevillées en quelque sorte à cette croyance et à cette reconnaissance d'une transcendance législatrice disparaît. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, dit Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Bon, ben voilà, comment on fait dans ce cas-là ? Ben justement, l'intérêt de la notion de norme, c'est précisément d'éviter le piège d'une disparition pure et simple de la réflexion éthique, parce qu'on aurait évacué Dieu. Mais si nous considérons les choses ainsi, cela suppose bien que la norme est moins transcendante qu'immanente, hein, c'est ce que je disais, moins transcendante qu'immanente, et nécessite donc de réfléchir à la manière dont cette tension immanente se manifeste chez l'individu. Et donc là, on va arriver à la troisième partie du texte,
qui commence à « mais entre-temps, n'est-il pas clair qu'il y a plusieurs concepts », etc., etc. Peu importe finalement pour la découpe, je ne suis pas en train véritablement de faire une méthodologie d'explication de texte. Donc, finalement, pour saisir la forme de cette tension immanente, c'est-à-dire le mode de réalisation de la norme éthique en nous, il est nécessaire d'explorer les concepts fondateurs de l'éthique à partir d'une philosophie de la psychologie. Ça, c'est un passage, je pense, un peu difficile, un peu obscur, finalement. Mais en fait, si on y pense, bon, ça va s'éclairer, je crois. En effet, si nous nous fondons d'abord sur une approche éthique, nous risquons de continuer à définir les notions fondatrices de la tension immanente de la vertu de l'extérieur, alors qu'elles ne peuvent, ces notions comme l'action, l'intention, le plaisir, qu'être comprises que depuis l'étude psychologique des raisons de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet d'Anscombe d'étudier l'intention apparaît ainsi cohérent dans la mesure où c'est depuis l'intention que peut être saisie la tension de l'être humain vers sa propre nature, c'est-à-dire que peut être saisie la vertu. La délimitation de la vertu doit donc se faire d'abord depuis l'intériorité psychologique, non pas au sens où cela conduirait à un relativisme ou un subjectivisme moral, je pense que ça serait là l'erreur par exemple d'une copie de dissertation qui traiterait de la morale de cette manière, mais au contraire au sens où pour penser l'objectivité éthique, nous devons la circonscrire depuis sa rencontre effective avec des situations concrètement vécues par l'individu. Situations qui manifestent la norme, bien plus évidemment que de prétendues lois morales, dont on ne comprendrait pas d'où elles pourraient bien venir. Bon, pour finir un peu cet insert anscombien en quelque sorte, ce qui me semble intéressant à partir de ce texte, à voir après dans votre propre étude d'Anscombe si ça vous a un peu donné envie d'aller voir, ce que je trouve intéressant, c'est que la fin à cette espèce de rapprochement avec une étude de la psychologie, c'est, je pense, une voie assez intéressante dans le cadre d'une dissertation pour éviter précisément l'écueil relativiste qui dirait que l'individu finalement va évaluer selon ses propres motifs, etc., ce qui lui semble bon, ce qui lui semble juste. On peut tout à fait envisager une réflexion psychologique sur la promesse, sur ce que suppose l'action bonne, etc., etc., sans pour autant que cette psychologie suppose une forme de relativisme subjectif ou un subjectivisme. En fait, la question, ça peut être... la question, pourrait être comment est-ce que des normes qui seraient caractérisées par une nature humaine peuvent émerger de situations qui sont nécessairement individualisées, puisque finalement la question morale s'incarne toujours dans des situations concrètes. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose comme une troisième voie possible, parce qu'il me semble que dans la réflexion que vous pouvez mener sur la question de la morale, l'une des grandes difficultés finalement de cette notion, c'est toujours, je crois que je l'avais dit dans mon premier épisode, la tension interne entre la volonté de prescrire ou de penser des lois générales, des lois universelles, et le fait que ces lois sont toujours incarnées dans des situations concrètes, particularisées, individualisées, spécifiques. C'est pour ça que j'aimerais, dans mon troisième épisode, parler des dilemmes moraux et de la manière dont on pourrait penser les dilemmes moraux dans le cadre d'une réflexion sur ce thème, parce que finalement, le problème de la morale, c'est toujours le problème du cas de conscience. Et donc, évacuer ce problème du cas de conscience par des réflexions théoriques et larges, on voit que ça peine à fonctionner. C'est l'une des critiques assez classiques que l'on fait, parfois peut-être aussi superficielle, mais à la morale kantienne, c'est-à-dire une morale qui théoriquement se tient le debout, semble être extrêmement efficiente, très, très logique en quelque sorte, mais qui, dans le cas du cas de conscience, dans le cas concret de la rencontre avec la situation morale, semble difficilement applicable. Je vous laisse pour cette vidéo, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez bien Anscombe, dites-moi si j'ai dit des bêtises. Puis si j'ai dit des bêtises, mais que ça vous a quand même fait réfléchir, je pense que ça sera gagné. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Si vous vous abonnez, c'est objectivement motivant pour faire du contenu de qualité et le plus régulièrement possible, de savoir que
des gens peuvent avoir envie de m'écouter raconter des choses sur la philosophie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.